Alors, la deuxième grande idée qu'on veut illustrer, c'est toujours par des résultats de croisement, c'est écrit dans le barème que lorsque deux gènes sont indépendants, la séparation aléatoire et indépendante des paires de chromosomes lors de l'anaphase va se voir dans les résultats de croisement. Et elle va se voir comment? Elle va se voir parce que, en réalité, il va y avoir dans les phénotypes des descendants autant de recombinés que de parents. Dans la proposition qui nous est faite ce matin, avec les gènes qu'on nous a proposés, si on prend un gène, n'importe lequel, sur le chromosome 2, par exemple le gène BLAC, et un autre sur le chromosome 3, là j'ai qu'une seule possibilité, c'est le gène SEPIA, le SE, si on prend ces deux-là, on va pouvoir montrer que lors... Où est cette lumière? Ah bon? Oh, pardon. Que lors de la méiose, pendant la première division de méiose, la position aléatoire des chromosomes va nous donner des possibilités, des combinaisons, d'accord, qui vont se retrouver dans les gamètes, et ces combinaisons sont le fruit justement du positionnement aléatoire et indépendant de ces chromosomes, les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui va expliquer qu'il y a autant de recombinés que de parentaux, et on va le voir dans la descendance justement, qu'il y a autant de recombinés que de parentaux. Je propose donc je vais au tableau, de faire le croisement suivant. Vous êtes prêts? Je prends donc deux paires, qui sont bien deux paires, et pas une seule, où il y a deux gènes situés sur des chromosomes différents. Je prends le BLAC et le SEPIA. J'ai choisi comme parent 1 l'homozygote dominant, et comme parent 2, le double homozygote récessif. Si je les croise, évidemment, ma F1 sera homogène, elle sera hybride, comme représentée sur le génotype. Eh oh, Lisandrine! Tu regardes par là. Comme représentée sur le génotype, et le phénotype sera, pour tous les individus F1, le même. Ils seront avec un corps relativement clair, et des yeux rouges. Si je fais maintenant un test cross pour faire ressortir dans la génération F2 les allèles de ces individus F1, de ces hybrides, eh bien, en faisant ce test cross, regardez, je prends donc l'individu F1, croisé avec le double récessif, je vais me rendre compte que cet individu F1 peut en réalité produire non seulement des gamètes parentaux, mais aussi des gamètes recombinés par le fameux brassage entre les chromosomes, par la position des chromosomes les uns par rapport aux autres. Et ce brassage entre chromosomes, interchromosomique, va me donner autant de recombinés que de parentaux. Et c'est comme ça que je pourrais prouver que les gènes étaient bien portés par des chromosomes différents, qu'ils étaient donc indépendants. Alors allons-y. Je propose de faire la méiose pour un individu F1. Donc j'entre en méiose ici. Comment vont être les gamètes F1? Je commence par faire la phase S. Lily Rose, tu viens regarder par ici s'il te plaît, tu lâches cet ordinateur. Ma phase S, c'est quoi? C'est juste de dupliquer les chromosomes qui étaient écrits dans le génotype. Vous voyez? Le trait bleu signifie un chromosome, le trait rouge signifie son homologue. Chut. Je les ai dupliqués là-bas, et vous avez donc deux fois l'allèle B+, deux fois l'allèle B, etc. La chose importante à comprendre maintenant, c'est que, en fait, lors de la métaphase, j'aurais dû l'écrire d'ailleurs, on va l'écrire ici, métaphase 1, ces chromosomes vont se positionner de manière totalement aléatoire et indépendante. On pourrait très bien avoir le grand bleu, le grand rouge, avec le petit bleu, le petit rouge positionnés comme ça, mais il n'y a pas plus de chances que cet événement-là ait lieu que celui-là, par exemple. On pourrait très bien avoir le rouge en haut et le bleu en bas, mais de ce côté, ce que j'ai fait là. Ouais, j'ai inversé cela par rapport à eux. Hein. J'ai juste inversé cette paire. Le fait d'inverser cette paire, ça va me donner, si je déroule ma méiose, déroulons par exemple la méiose de la cellule A. Combien de gamètes différents je vais obtenir? Je vais séparer les bleus et les rouges, vous êtes d'accord?
Donc je vais me retrouver à la fin avec en haut les bleus, ici, dans un gamète, et dans l'autre gamète, les rouges. Ça me fait 2 types de gamètes possibles. Par contre, si c'est cette proposition-là qui est issue de la méiose, alors j'aurai un grand rouge avec un petit bleu, il est ici. Un grand rouge avec un petit rouge, il est ici. Ça me fait encore une proposition. Tous ces gamètes ont autant de chances d'arriver, par conséquent, je mets 25% pour chacun. Ils sont équiprobables. Si je les rentre dans un tableau de gamètes, c'est ce que j'ai fait de ce côté, il faut suivre avec la caméra. Je vais donc mettre tous les gamètes F1 dans des cases, en mettant pour chaque case une valeur identique, ça vaut 25%. Toutes ces cases ont autant de chances d'arriver. Pour le double récessif, il ne va rien changer au phénotype, je le mets quand même puisque c'est un croisement, d'accord, entre ces gamètes-là et les gamètes du double récessif, et j'obtiens en F2 les phénotypes que vous voyez là, avec des phénotypes parentaux et des phénotypes recombinés dont vous vérifiez bien qu'ils ont exactement la même proportion que les parentaux. Et la seule façon d'expliquer ça, c'est parce que les gènes sont indépendants. Quelque chose avec ça. C'est parce que les gènes sont indépendants et qu'ils sont portés par des chromosomes différents qui se sont positionnés de manière totalement indépendante et aléatoire pendant la méiose, au moment de la métaphase. C'est là que s'est fait le positionnement aléatoire et indépendant. Autrement dit, dans ma grande idée, elle a été illustrée par le fait qu'il y a autant de parentaux que de recombinés dans ma descendance. C'est ça qui a été expliqué par le brassage interchromosomique. Et c'est la seule façon de l'expliquer. Il ne peut y avoir de brassage interchromosomique que si les gènes sont portés par des chromosomes différents. S'ils sont sur le même chromosome, ça n'est strictement pas possible.